Franck Dubosc, enfin? Enfin, un deuxième film. Oui, oui, enfin, c'est... ouais. Non, parce que ça a été, on peut dire que ça a été reporté déjà une première fois et que maintenant, enfin, la date est sûre, ça sera au mois d'août pour Rumba la vie, votre deuxième film. Oui, oui, on est passé au 24 août et on a enfin une date et, voilà, et on s'y tiendra. Et c'est le plaisir, c'est quoi? L'anxiété, l'angoisse? Non, on n'est pas au moment de l'anxiété parce qu'on est encore un petit peu loin. L'anxiété, on l'a... c'est une... Ouais, c'est une anxiété, et encore, c'est du jour de sortie, mais on sait toujours à peu près quel est le marché, on sait où on se situe. Donc là, avant, on ne l'a pas, parce qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe 2 mois après, surtout en ce moment. Savoir ce qui va se passer dans 2 mois, même au niveau fréquentation, au niveau de tout, on ne peut pas le savoir. Donc je laisse l'anxiété de côté et je prends que le plaisir. J'arrive à faire ça. J'arrive à... Pourtant, je suis d'une nature assez angoissée, mais là, non, sur la sortie, voilà, on verra. J'ai réussi une première étape, on va dire, qui est que le film me plaît à moi. Voilà. C'est essentiel. J'ai fait le film qui me plaisait, que je voulais faire, donc ça c'est une première étape. La deuxième étape, on est en train de la voir un petit peu en ce moment en montrant le film aux gens, et apparemment les gens l'aiment aussi en majorité. Enfin après, peut-être que ceux qui l'aiment pas me le disent pas, mais bon, j'ai de beaux compliments. Ça c'est une deuxième étape qui est très importante, et après il y a la troisième étape qui est l'argent au nombre de spectateurs. Et celle-là me concerne un petit peu moins. Moi, c'est plus artistique. Mais bon, voilà, on aime bien avoir du monde. C'est avoir du monde dans ces salles, c'est pouvoir continuer le cinéma. Alors, si le film vous plaît, ça veut dire que vous avez pris du plaisir à le tourner, ce deuxième film? Peut-être par rapport au premier, où c'était le premier, justement? Ah non, j'ai pris autant de plaisir. Non, non, j'ai pris autant de plaisir. Alors, je vais vous dire, j'ai pris un peu plus de plaisir sur le premier. D'abord parce que c'était le premier. Donc, il y a la naïveté. Je pense que c'est comme sauter en parachute. Le premier saut, on est un peu plus naïf que le deuxième saut où on sait ce que ça va faire. Là, je n'ai jamais sauté en parachute, mais on me l'a dit, le deuxième est plus dur. Donc le deuxième, on est un tout petit peu plus concentré parce qu'on connaît un peu les difficultés. Mais pourquoi je disais ça Pour le plaisir. Mais, oui, non, bien sûr. On l'a tourné sous Covid, donc ça crée une tension. De se tester 2 fois par semaine, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'était comme ça, enfin on y reviendra peut-être, mais se tester 2 fois par semaine, avoir toute une équipe masquée, tout ça, ça l'a été pour tous les boulots, c'est angoissant. Donc forcément, ça enlève une petite partie du plaisir. J'avais même dit, moi, je ne tournerai pas tant qu'on a les masques. Et puis, il a fallu le faire quand même, donc on l'a fait. Donc forcément, il y a eu une petite partie du plaisir, le plaisir humain, qui a disparu. Maintenant, dans la fabrication, dans ce que je voulais faire, j'ai fait exactement ce que je voulais faire. Et la genèse du film, elle vient d'où? Le sujet du film, vous l'aviez en tête depuis longtemps? Non, par rapport à aujourd'hui, depuis longtemps, oui. C'est-à-dire que ça germe toujours comme ça, c'est difficile, les idées. Il n'y a pas un jour où on se dit, tiens, je vais faire un film là-dessus. Je dis ça, et tout le monde debout, c'est venu... J'étais en train de me faire maquiller, je tournais un film et j'étais avec mon staff autour de moi et j'ai dit, tiens, je vais faire un film sur un mec qui se fait passer pour un handicapé, pour séduire une fille handicapée. Mais certainement que c'était loin dans ma tête. Et celui-là, c'est une déculpabilisation de ma part par rapport à mes enfants que j'ai l'impression depuis toujours, depuis qu'ils sont nés, eux, de les abandonner quand je pars travailler. Je suis sans eux. Je pars, alors c'est pas l'abandon du film, c'est pas autant que ça, mais je les abandonne et je culpabilise terriblement. Je me dis un jour, ils me diront, mais papa, t'étais pas là quand on était petit, pas tout le temps là, parce que le pire est arrivé, ils s'y sont habitués. Donc voilà, donc c'est une espèce de déculpabilisation que je fais en écrivant un film là-dessus, en essayant de justement qu'on puisse aimer, pardonner, j'en sais rien, mais en tout cas aimer ce personnage qui a abandonné sa fille. Voilà, donc c'est venu comme ça. J'ai eu envie de traiter de l'abandon et puis en traitant de ça, j'y ai mis des sujets que j'ai envie de traiter, peut-être que je les traiterai plus tard plus. C'est l'amitié, en tout cas les gens qui vous aident, qui ne sont pas toujours ceux qu'on attendait. Ce personnage, il est rustre, fermé, un peu raciste, on le sent un peu, enfin raciste de voisinage, un peu homophobe, un peu... et tout à coup, les gens qui vont l'aider, les gens qui vont l'aimer plus que lui finalement, sont sa voisine d'origine africaine, son ami un peu homosexuel, on se demande... Enfin, voilà, les gens qui nous aident ne sont pas toujours ceux qu'on attendait.
Je voulais un petit peu parler de ça aussi. Ouais. Et la danse, du coup, est-ce que c'est uniquement un prétexte ou ça aurait pu être un autre milieu ou c'est quelque chose qui vous tenait à cœur? Non, ça aurait pu être autre chose que la danse, mais la danse m'a amené la musique, m'a amené ouais, la musique, le visuel, m'a amené quelque chose qu'on peut regarder, qu'on peut écouter. Voilà, voilà, si la fille avait été prof de tennis et qu'il se mette au tennis, ça aurait été possible, hein, mais c'était moins, je trouve un peu moins, j'avais pas la musique, j'aimais la musique, j'aime la musique, et puis je trouve que la danse c'est très cinématographique. Et ça vous a demandé plus de travail? Bah, si ça avait été du tennis, ça m'aurait demandé encore plus de travail pour le coup, mais oui, un peu plus, oui, parce qu'il a fallu, en plus à la jeune fille Luna Espinosa qui joue ma fille. Qui est magnifique. Ouais, elle est magnifique, et elle a travaillé, quand je l'ai choisie, elle m'a dit qu'elle avait fait de la danse. Elles m'ont toutes dit, toutes les filles que j'ai auditionnées m'ont dit qu'elles avaient fait de la danse petite. C'est la réplique du film que me donne Jean-Pierre Daroussin quand il dit « j'ai fait de la danse comme tout le monde à 5 ans ». Je dis « non, pas tout le monde, petite fille peut-être ». Mais... Et puis après, quand je l'ai choisie, elle m'a dit « attention, il va falloir que je prenne des cours quand même ». Donc on lui a donné des cours et puis moi j'en ai pris un peu, oui, pour arriver à faire ce que je fais dans le film quand même. Il a fallu se dégourdir. Alors comme souvent, moi c'est l'impression que j'ai eue, hein, quand on voit votre personnage et tout, vous avez quand même une nostalgie dans ces années 70-80, parce qu'on y retrouve le vieux bus, on y retrouve différentes choses, comme on a pu retrouver dans Camping, ou même dans Disco, dans d'autres films, et il y a une petite filiation comme ça sur ce film, avec ces années de 70. Oui, j'aime ça. J'aime alors les années oui, 70, de 70 à 80. Est-ce que c'est parce que ce sont des années... pour moi béni, parce que c'est les années où j'étais jeune, je suis en 1963, donc voilà, c'est mes 15 ans, mon père et ma mère sont là, mon père travaille, quand je dis sont là, sont vivants, il y a quelque chose d'un peu insouciant dans ces années-là. Le plus gros problème dont je me souviens, il y en a eu d'autres bien sûr de ces années-là, c'est la canicule de 1976. Alors c'était peut-être la fin de la guerre du Vietnam, ou la guerre je me rappelle plus, mais il y avait comme quelque chose, j'ai l'impression qu'il y avait moins plus une douceur de vivre qu'aujourd'hui. On fumait dans les voitures, on n'avait pas la ceinture, derrière en tout cas, il y avait moins d'interdictions d'aujourd'hui. Et j'ai cette impression, alors si j'avais été un adulte, peut-être que je l'aurais vécu autrement, mais j'ai l'impression qu'on était mieux. Est-ce que peut-être que les jeunes d'aujourd'hui diront la même chose de leur je partage, mais on est la même génération. Donc, finalement, j'ai partagé exactement, parce qu'on est né, j'ai 64, donc forcément, et ça me saute aux yeux à chaque fois. Chose. Alors, je cherche toujours le mot, c'est pas nostalgie, je suis pas nostalgique, je le suis bien sûr, mais il y a un autre mot, c'est quand on est, l'autre jour quelqu'un me l'a redit, c'est un mot assez simple, mais je me souviens plus. Enfin, en tout cas, j'aime, moi quand je descends en vacances, je pars en voiture, ma famille, ma femme et mes enfants partent en avion ou en train, et moi, je prends la voiture, je mets les bagages. National 7. La National 7, mais je l'ai reprise, la National. Je prends l'autoroute, la 7, et l'autre jour, parce qu'il y avait des bouchons, mais je suis parti le 31 juillet. Un samedi 31 juillet. C'était interdit de partir là, sauf que moi, je l'ai fait. Et au lieu de mettre, quand je mets 9 heures, j'ai mis 14 heures pour descendre dans le sud, et j'ai même pris la National 7. Et oui, c'était... alors nous jeunes, on prenait pas la National 7, on allait dans le Périgord, donc c'était une autre route, mais j'adore ça. Mettre les bagages, faire mon petit itinéraire, je revois mon père, faire ça tous les soirs avant de partir, le soir avant de partir en vacances, Rouen, Évreux, Dreux, Chartres, Orléans, Limoges. Je me souviens, et chaque année il refaisait son... Donc je suis très nostalgique de ça. Je me demande si mon prochain film ne se passera pas dans les années 70. Je me demande. Et quand vous aurez éteint, je vous dirai ce que c'est. Cette forme d'insouciance, de légèreté, on la retrouve pas tout de suite dans Tony quand même, parce qu'il est quand même sombre. Non, oui. On le sent triste aussi. Il est passé à côté. Tony, c'est un personnage qui est passé à côté de sa vie. J'aime lui faire dire, mon rêve, c'est l'Amérique. Mais ça s'est pas fait, enfin pas encore. Et oui, il a son tatouage de drapeau américain. Son rêve, c'est l'Amérique. C'était un rêve que beaucoup de gens avaient, alors qu'ils ne voulaient rien dire. Mon rêve, c'est l'Amérique. C'est quoi? C'est quoi de vivre en Amérique? C'est de travailler en Amérique? C'est des gens, beaucoup de gens, on avait ce rêve-là sans connaître. En fait, son Amérique, c'est comme un Eldorado, et c'est pas toujours la vraie Amérique qu'on aime. Mais lui, c'est ça. Mais son look, je l'ai fait un peu années 70. Alors, il y a une raison. Sa moustache, son espèce de trench coat en cuir, son ceinturon, ses boots que portait mon père, les boots que les papas portaient comme ça. Je voulais qu'il ressemble au papa des gens de ma génération.
je voulais que quand les gens de ma génération, donc, enfin, ou entre 40 et 60, on va dire, voient le film, je voulais qu'ils puissent y voir leur père dans ce monsieur. La moustache, un daron, comme on disait. Je voulais qu'ils y voient un père comme ils ont eu eux, pour, bien sûr, pour rentrer encore plus dans l'histoire et être plus ému par ce personnage. Moi, j'ai trouvé une tête un peu à la similitude de Coluche dans Ciao Pantin. Oui, alors j'en ai pas fait exprès, oui, parce qu'il y a la moustache et les cheveux plaqués en arrière, j'en ai pas fait exprès. Et le côté sombre au début, un petit peu comme ça. Bon, après, ça part vite, mais... Oui. On l'imagine, on l'envoie dans sa station essence. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, j'ai pas, c'est dans mon inconscient sûrement, hein, j'ai pas essayé de faire, parce qu'on disait à une époque, est-ce que vous voulez faire votre Ciao Pantin? Pas du tout, du tout, du tout. Non, mais ce personnage, je trouve qu'il ressemble à beaucoup, il ressemble à mon père, à mes oncles, à tous ces messieurs des années, oui, 70, 75. Ah bon, on a tous les mêmes photos, hein. Oui, on a les photos de ces gens-là. D'ailleurs, on a regardé des photos de cette époque-là pour fabriquer le look de Tony. Oui, donc forcément, comme Coluche dans Ciao Pantin est un personnage de cette époque-là, un petit peu plus vieux, je crois, l'époque est un petit peu plus, enfin plus récente par rapport à nous. Donc il lui ressemble, mais il est l'histoire, bien sûr, heureusement, c'est différent. Et Tony, c'était vous forcément, ou vous avez réfléchi à quelqu'un d'autre? Non, c'était moi. Je voulais le faire de toute façon. Par rapport à tout ce que vous avez dit avant? Non, quoi qu'il arrive, je voulais le faire parce que j'ai encore envie de tourner dans mes films. Maintenant, je pense que je prendrai beaucoup de bonheur le jour où je ne jouerai pas dedans, mais le jour où je ne jouerai pas dedans, c'est qu'il n'y a pas de rôle. Tant qu'il y a un rôle que je peux faire. C'est même à l'écriture assez troublant parce que parfois je me dis, et si le personnage avait 40 ans, que ce soit pas moi, est-ce que c'est pas mieux? Il va falloir que j'arrive à admettre que parfois c'est peut-être mieux avec quelqu'un d'un autre âge. Et le fait, toujours la marque Franck Dubosc, d'avoir le slip kangourou dans un film, est-ce que c'est obligatoire? Oui, c'est obligatoire. Il me faut une scène avec le slip kangourou. Non, que j'avais pas dans Tout le monde debout, je crois. Mais ma femme m'a posé la question déjà, est-ce que tu es obligé de te remettre en slip? C'est très rapide, c'est furtif. C'est furtif, mais très furtif. La couleur est grise. Mais ouais, gris-bleu. Voilà. Mais je sais pas si c'est... Ça doit être pareil dans mon inconscient, où j'ai dû me dire, allez, on y va, on ouvre. Mais je ne l'ai pas trop fait pour pas tomber dans une vulgarité ou un sourire facile. Mais les gens rient toujours à ce moment-là, alors que c'est tellement rapide. Oui. Tellement rapide, c'est juste parce que c'est dans un moment un peu dramatique. Et tout à coup, j'y amène une petite pincée de rire. Quand je dis une petite pincée en pensant à mon slip kangourou, c'est étonnant. Mais ouais, je l'ai mis. Alors, non, ça ne sera pas ma signature, mais là, on peut dire que c'est un petit clin d'œil. Surtout qu'on rediffuse Camping dans quelques jours, donc forcément à la télé. Bon? Oui. Ah, quand la semaine prochaine, je crois. Ah oui, le 1 Le 1. Celui que n'ont pas vu mes enfants. Ah bon, ils n'ont pas le droit? Non, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit. Non, ils n'ont jamais... non, ils s'en foutent surtout. Et vous, au niveau de votre travail, au niveau de la danse, c'était ardu? C'était un univers que vous aimez, ou alors vous n'êtes pas trop danseur dans l'âme à la base? Alors, c'est un univers que j'aime. Je ne suis pas très danseur par pudeur. Je dansais quand j'étais jeune dans les boîtes, on en avait fait disco. Mais je suis assez pudique. La danse à deux me pose ce problème de pudeur, de prendre l'autre, ou en tout cas la personne que je connais peu, dans mes bras. Je me sens un peu gêné. Et là, il a fallu que j'apprenne beaucoup avec Luna Espinosa qui joue ma fille, qui joue Maria, et avec Marie-Philomène Nga qui joue mon Fanny. Donc avec ces deux personnages, on a passé beaucoup de temps à se prendre dans les bras l'un de l'autre. Et ce qui, moi, pas me gêne, mais j'ai une pudeur comme ça qui pose problème. Après, en revanche, ça a permis qu'on soit très unis quand on a commencé à tourner le film. Ça va vous valoir un coup de fil de Danse avec les stars. Oh, mais ils m'ont demandé déjà depuis le premier, la Danse avec les stars. Donc, la première édition. Mais j'ai d'abord toujours dit non, parce que j'ai pas le temps. C'est d'une part très difficile, et d'autre part, j'ai pas le temps, c'est très prétentieux, ça voudrait dire que je pense gagner. Parce que pour avoir ça se passe sur 2 semaines. Si je suis humilié au bout de 2 semaines, je peux le trouver le temps. Mais non, c'est très difficile Danse avec les stars. Alors on revient au personnage, un personnage qui est phénoménal, qu'on connaissait pas trop, c'est Marie-Philomène Nga. Je sais pas si je le prononce bien, mais Nga. Je vous regarde, je ne sais pas de quelle origine vous êtes. Nga. Ouais, moi c'est comme ça. C'est comme ça que je dis. Enfin, qui est fabuleuse. Oui, formidable. Elle est formidable. Mais je vais vous dire, Marie-Philomène, donc qui joue ma voisine d'origine africaine, et il y a eu beaucoup de couples, et d'ailleurs j'en garde pour peut-être un autre film où elle me remet en place sur ses origines. Où elle dit, mon père a construit le France, ma mère était, elle me remet en place parce que elle me dit, pour qui tu te prends, toi, qu'elle est plus française que moi et tout ça. Je voulais ça.
Et donc je l'ai amorcé, je traiterai le sujet dans un film, parce que j'ai trouvé d'abord, tourner avec Marie-Philomène, c'était un régal. Je trouvais qu'elle avait une truculence, qu'elle amenait quelque chose et de poétique et de drôle. Et alors son histoire, elle, enfin, pas à elle, mais à son personnage, c'est qu'au début, le personnage de la voisine était un voisin. Alors j'ai auditionné enfin, beaucoup d'acteurs d'origine africaine de 50, 60 ans. J'en ai vu des excellents, j'en ai vu, il y avait des truculents, il y avait des choses formidables. Et puis un jour, j'auditionne pour la femme, il y avait le rôle de la femme qui avait 3 répliques. Et arrive Marie-Philomène qui vient dire ces 3 répliques. Et là, en la regardant jouer, je me suis dit non, le voisin va être une voisine. Je lui ai donné le scénario, j'ai dit voilà, sans changer le texte, quasiment. Je dis, ça va plus être un voisin, mais une voisine, et je lui ai demandé de jouer le rôle. Voilà. Donc j'ai inversé. Mais elle joue le rôle au départ d'un homme, ce qui est beaucoup plus agréable, parce que on se demande, c'est la relation qu'il va y avoir entre ces deux-là. J'adore la fin, même quand elle me prend le bras et qu'on part, et j'aime ce côté-là. Et c'était le premier jour de tournage, elle était déjà pleine de... C'est la première scène tournée à la fin, quand elle me prend le bras en trébuchant, elle avait une énergie de fou. Alors, le truc énorme dans Rumba la vie, c'est Michel Houellebecq. Ah. Comment il arrive dans ce film? Et comment vous avez été, je sais pas, vous avez été le voir, taper à sa porte, vous connaissiez? Comment ça s'est passé? C'est son agent qui a appelé mon agent pour lui dire, voilà, Franck Dubosc, Michel Houellebecq, c'est son agent qui a appelé mon agent pour lui dire, Michel Houellebecq aimerait tourner avec Franck Dubosc. Donc mon agent m'a appelé et j'ai dit, ah bon alors j'ai commencé à regarder, j'ai regardé à l'époque Thalasso, qu'il avait fait avec Gérard Depardieu. Et je me suis dit, il y a quelque chose effectivement de très intéressant, c'est tellement pas mon univers. Et j'ai regardé, j'ai ouvert mon scénario, je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut jouer là-dedans? Et il y avait le docteur. Mais le docteur avait une première réplique qui était, rassurez-vous, c'est moi qui viens de vous opérer. Donc je me suis dit, Michel Houellebecq qui dit ça ne rassure pas du tout. Et en plus, tout ce que disait le docteur est à l'envers on a besoin des autres, et tout ça, à l'envers de ce que pense Michel, enfin de ce qu'il dit, de ce qu'il prône. Et voilà, il a lu le scénar, on s'est rencontrés, on a discuté, on avait plein de points communs finalement. Il a lu le scénario, il m'a dit oui. Voilà, ça a été aussi. Et sur le tournage, facile? Ah, très facile, très facile. Oui, très facile parce que très bon élève. Au début, j'ai eu peur, je me suis dit, mais est-ce qu'il va apprendre mon texte? J'avais plein d'a priori. On voit un personnage comme ça, un peu droupi, un peu je m'en foutiste, mais tout ça, c'est une façade, c'est-à-dire que c'est un vrai travailleur. Alors, est-ce qu'il était travailleur? Parce que, d'abord, quand on écrit des livres comme il écrit, c'est qu'on travaille. Est-ce qu'il était travailleur parce qu'il aimait le faire? Est-ce que je crois qu'il aime ça? Il aime la démonstration, il aime jouer avec les gens, il aime se jouer des gens, il aime tout ça. Donc, c'était vraiment... Alors, on a fait une lecture avec tous les acteurs, mais un mois avant de tourner, il savait déjà son texte. Oui. Je me suis dit, waouh! Et voilà, donc c'était formidable. C'est un très bon élève. Et Jean-Pierre Daroussin, moi, je voulais que vous nous disiez quelques mots dessus, parce que je trouve qu'il est le bon copain, il est le meilleur copain de Tony, et je trouve qu'il apporte un vrai plus dans ce film. Il a une caution. Une caution, un petit supplément, pas un supplément d'âme, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Il est vraiment très très bon dans le film, et je trouve qu'il fait rayonner un peu. Oui, il est. Mais moi, ça faisait un moment que je voulais tourner avec Jean-Pierre Daroussin, parce que j'adore l'acteur. Et j'ai rencontré un homme délicieux, on ne se connaissait pas vraiment, on avait tourné une publicité il y a très longtemps pour La Poste ensemble, donc on ne se connaissait pas vraiment, j'ai découvert un homme vraiment délicieux. Et là, pour le coup, aussi bon élève, bien sûr, excellent acteur. Je voulais d'abord, je voulais m'entourer, comme dans Tout le monde debout, j'essaie de m'entourer de gens, des vrais acteurs de cinéma. Moi, j'arrive du one-man show. C'est pas que je suis pas un faux acteur de cinéma, mais j'arrive de la comédie, du comique, de tout ça. J'avais envie de m'entourer de gens, ce que j'appelle moi les vrais acteurs. Pour avoir une forme de crédibilité. Oui, par rapport à la profession. Non, pas par rapport à la profession, par rapport je trouve ce mélange plutôt agréable d'acteurs. Je vais pas chercher les acteurs qu'on a vus à tout prix dans ce rôle. Ce personnage lui avouait son amitié forte, amour, amitié, on n'en sait rien. Et je trouve que Jean-Pierre est à l'opposé physiquement d'un personnage qu'on pourrait imaginer comme ça. Il a le bon copain, oui, mais le bon copain un peu, peut-être amoureux de l'autre, c'est plus difficile. Et je trouvais voilà, dans mon choix d'acteur, je trouvais que c'était très bien d'avoir ce genre de personnage qui amène une poésie aussi. Il y a une poésie, on sourit de lui sans rire à l'extrême. Et
Et ça, j'adore. J'aime m'entourer d'acteurs comme ça. Pensez déjà au troisième? Oui, je pense. J'en ai écrit un troisième, mais je vais peut-être pas le faire en troisième. Mais sinon, oui, je pense au troisième. J'ai très hâte de... J'aimerais d'ailleurs être en train de finir le troisième pour tourner en 2023. Mais voilà, c'est très difficile. On est dans des temps où le cinéma est un peu compliqué. Alors on se demande, il faut pas faire des tout petits films qui passent. Il faut faire des films qui ont des histoires qu'on a envie de voir. Et en même temps, on ne peut pas écrire. Il faut jamais écrire le film qu'il faut écrire. Il faut écrire le film qu'on a envie d'écrire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Souvent, quand un film marche, tout le monde se met à écrire. Le film, il y a eu Maison de retraite qui a très bien marché avec Kev Adams. Tout le monde va vouloir écrire, pourquoi pas Crèche, pourquoi pas, enfin, des films qui ressembleraient. Il ne faut pas faire ça, parce que dans 3 ans, le temps que ça sorte, l'humeur sera autre chose. Je ne vais pas faire Top Gun non plus, hein, ça parce que je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens. Mais il faut faire le film qu'on a envie de faire. Mais il faut que ce soit du cinéma, sinon il fallait le faire à la télévision. Moi, j'ai fait un film sur les derniers jours de mon père. Je savais qu'au cinéma, ce serait trop complexe. On l'a fait pour la télévision. Enfin, moi, j'ai participé à l'écriture et je joue dedans, c'est tout. Mais c'est pour la télévision. Il y a les films de cinéma et les films de télévision. Les gens, déjà, ont tellement du mal à aller au cinéma qu'il faut leur donner du cinéma. Et l'humoriste sur scène, alors c'est en parenthèse ou... C'est entre parenthèses, mais je reviendrai. Oui, c'est une parenthèse. Non, j'ai pas fini. Je continuerai. J'ai pas fini, comme disait Serge Adjani. Et par rapport justement au film, moi je voulais revenir là-dessus, à vos deux réalisations. Moi je trouve qu'il y a un caractère sociétal dans vos films. Est-ce que vous avez envie de pousser le curseur encore plus loin par rapport à ça? Peut-être pas pour faire du Ken Loach, hein, mais dans cet esprit-là, parce que Rumba la vie, on sourit, mais c'est pas drôle, c'est tendre. Oui, c'est tendre. C'est tendre, voilà. Oui. Mais est-ce qu'il y a envie d'aller plus loin dans ce caractère sociétal, social même de oui, votre part? Oui, moi j'aime ça. J'aime pas délivrer des messages. Je suis pas là. J'ai pas cette prétention, mais dire quelque chose, oui, oui. Oui, j'ai envie de... Alors je peux être plus drôle aussi, je pourrais être plus drôle que dans Rumba la vie. Moi j'ai vu des salles, c'est assez étonnant parce que Rumba la vie, qui est plus émotion que drôle, j'ai vu des salles rire beaucoup, peut-être pour se relâcher un peu de la tension, de l'émotion qu'il y a. Mais non, parler au moins qu'il y ait toujours un petit fond même parler des années 70, c'est sociétal, c'est pouvoir dire qu'on pouvait faire d'autres choses qu'aujourd'hui, c'est pouvoir, si je parlais des années 70, je ferais dire à mes personnages des choses qui résonneraient pour aujourd'hui différemment, se plaindre peut-être de choses dont on se plaint encore aujourd'hui, ou dont on se plaint plus, ou dont... Enfin bon. Mais qui est toujours un petit fond quand même, oui. Oui, je ne pourrais pas faire un film où c'est uniquement rigolo. D'abord parce que je ne saurais pas l'écrire. Très franchement, je ne saurais pas. Ah, vous savez l'écrire pour vous-même sur scène? Oui, sur scène, je peux. Mais parce que sur scène, j'écris que pour le public, mais pas pour moi. Au cinéma, j'écris pour les deux. J'écris pour me faire plaisir aussi à moi. Parce que il est temps. Parce que voilà, c'est le moment aussi un petit peu de me faire plaisir. Sur scène, je suis allé, j'ai écrit... au début, moi, j'écrivais des poèmes quand j'étais plus jeune. Et puis les premières choses que j'ai écrites étaient assez poético-drôles. Et puis, j'ai eu le public qui s'est élargi et j'ai voulu élargir le public. Et je suis allé vers des choses un peu qui sont moins moi. Mais ça va, je les revendique, hein, mais qui sont moins moi. Alors, ça m'a valu un large public, plus un public qui dit « Ah, lui, il est vulgaire, machin et tout. » Mais c'est pas moi. C'est pas... j'ai gagné comme un homme politique qui va chercher des voix en n'étant pas tout à fait lui. J'ai fait ça. Mais je revendique mes spectacles. Il y en a que j'aime beaucoup. Et puis je le referai s'il fallait le faire, mais au cinéma, j'estime que voilà, je me rapproche de moi, je me fasse un petit peu plaisir. Et juste pour finir par rapport à ça, 2018 la première réalisation, en 2022 le deuxième film qui sort, par rapport à ce que vous dites, est-ce que vous avez le sentiment justement, pas d'être à point, mais d'avoir la maturité aujourd'hui nécessaire pour le faire? Est-ce que ça, vous l'auriez pu le faire il y a 10 ans par exemple? Non, j'aurais pas pu avant. J'aurais pas pu parce que d'abord, je n'aurais pas eu la confiance en moi qu'il faut pour... il faut être naïf pour se dire on va faire un film du début à la fin et ça va sortir. Il faut être sacrément... et naïf ou avoir la tête sur les épaules. J'ai plus la tête sur les épaules maintenant. Et puis, on m'a demandé beaucoup avant, parce qu'on demande toujours aux acteurs réalistes pour ton film. Tout le monde se met à réaliser maintenant, mais c'est un lourd travail. Moi, je viens d'une génération où un réalisateur, c'est un métier. C'est pas juste parce qu'on est connu qu'on est réalisateur. Donc j'ai attendu que ça puisse devenir mon métier, d'être réalisateur.
pas qu'on puisse me confier l'argent. Parce que l'argent, on me l'aurait confié avant. Hein. Vas-y, fais-nous un film rigolo, Patrick Chirac, numéro 7. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Je savais que je voulais réunir une équipe, vraiment faire... voilà. Moins à la recherche des entrées que quand on est acteur. Comme une forme d'aboutissement un petit peu quelque part. Ouais, et encore, j'ai pas l'aboutissement sera de continuer sans que je joue dedans. Ça, c'est l'aboutissement. Sans que je sois dedans. Merci Franck Dubosc. Merci. Rumba la vie. Rumba la vie.